De chamailleries quasi quotidiennes, la coalition FCC cache déjà en euthanasie vit-elle ces derniers jours. Le dernier acte en date qui suscite fantasmes et polémiques, c'est le contresens des ordonnances présidentielles qui n'ont pas été contresignées par le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a protesté publiquement. Bonsoir à tous, bienvenue à cette émission qui a le plaisir de recevoir pour vous un libre penseur, Hubert Kabassou-Babou Katulondi, qui vient pour nous, pour vous expliquer, il comprend peut-être mieux les choses. Bienvenue, monsieur le gouverneur honoraire. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je porte très bien. On est content de vous recevoir dans cette émission face à l'opinion, parce qu'effectivement, l'opinion a des questions qu'elle se pose, dont nous, on s'est fait porter parole. Mais allez-y, quelles sont ces questions fondamentales? Parce que là, à vous entendre parler, bon, on revient sur ce que moi je considère dans ma perspective, parce que je trouve qu'il y a, au Congo, nous avons un problème qui est transcendantal, qui n'est pas simplement un problème. Alors, je veux dire, les problèmes politiques que nous voyons ne sont que symptomatiques des déficiences ontologiques, anthropologiques très élevées. Enfin, ce que nous voyons, les contradictions, c'est le miroir de ce qu'il y a de plus élevé en nous. Et l'une des dimensions de ces déficiences, c'est justement sur cette sorte de ces systèmes de connaissances qui sont enfin, un système très réduit. On a un problème très sérieux, mais on les réduit au contresens. Le contresens n'est que, puisqu'on parle des ordonnances signées par les présidents de la République, nommant les généraux dans l'armée. Et au sein de la magistrature. Et au sein de la magistrature. Le contresens, donc la problématique, il ne faut pas simplement la voir sur le plan du droit constitutionnel, l'analyse de la Constitution. Parce que la Constitution ne se réduit pas à un instrument de droit. La Constitution, dans ce qu'on appelle l'ingénierat politique, en amont, il y a la philosophie politique, il y a l'idéologie politique, il y a la gouvernologie. En amont, la Constitution ne fait qu'encoder toute cette alchimie. Et il faut, pour mieux comprendre ce qu'il y a, il faut aller au-delà de la Constitution, voir quelle est la philosophie politique qui est derrière, quelle est la chimie, je veux dire, de la gouvernologie qui est derrière. Ça veut dire que le contresens n'est que la quatrième phase d'une procédure qui a 4 étapes. Lesquelles encore? Donc, la première étape, quand vous lisez la loi sur la défense nationale, quand vous lisez la Constitution, l'article 81, la première étape, quand vous voulez mettre en place, vous voulez nommer les généraux. Les généraux, ce n'est pas n'importe qui. Dans l'armée, les généraux, c'est la strate, la partie pensante de l'armée. C'est-à-dire ce sont eux qui ont, je dis, le paradigme de la défense. Quand vous lisez la loi sur la défense, elle commence par donner la vision de la défense dans un pays. Donc, il faut donc réunir le Conseil supérieur de la défense. Quand vous voulez quand vous voulez nommer les généraux, vous ne vous réunissez pas dans un salon avec un stylo, avec un bic, vous commencez à dire on met celui-là là-bas. Non, c'est aberrant. Dans tous les pays civilisés, quand on respecte l'armée, on commence par là. Pour les généraux, on commence par les conseils supérieurs. Les conseils supérieurs, parce que c'est les conseils supérieurs qui incarnent la philosophie, les corps de l'armée, le paradigme de la défense. Il sait dire, par rapport à notre vision de l'armée, par rapport aux défis de l'armée, tel que nous voyons maintenant avec cette armée étrangère qui quadrille le pays, si nous faisons cette mise en place, tel général, il a quel profil, il a quelles compétences par rapport à la vision, par rapport au problème. Donc la première phase, c'est ça au niveau de la Conseil supérieur de la défense. En principe, ce n'est pas un travail qui prend une journée que l'on peut... Non, c'est pas un travail où le président de la République, avec un officier supérieur qui est de son obédience ou avec son conseiller spécial, concocte un truc dans les salons. Non, c'est ridicule. Dans des récompenses attendez que j'explique. C'est scientifique, c'est technique, c'est extrêmement important, les gens comprennent. Donc, la Constitution est l'aboutissement de toute une alchimie, de tout un génie de politique de la défense qui est derrière. Donc, première étape, c'est au niveau du Conseil supérieur de la défense. Maintenant, quand les conseils supérieurs de la défense, où siègent aussi le président de la République, le premier ministre, le ministre de la Défense, quand ils ont terminé là-bas, puis ça c'est un organe technique supérieur de l'armée, on envoie ça au niveau de l'institution qui est reconnue dans la Constitution, qui s'appelle le gouvernement de la République. On envoie donc au ministère de la Défense. Pourquoi on doit envoyer au ministère de la Défense? C'est parce que le ministère de la Défense, au nom du gouvernement, c'est elle qui gère la dimension programmatique, parce que le Premier ministre a présenté un programme de gouvernement dans lequel il y a une dimension de la défense. Vous comprenez ça, non? C'est-à-dire, il a dit, pour nous, pour la défense, nous allons améliorer ça, nous allons améliorer ça, nous allons améliorer ça. Le gouvernement est responsable vis-à-vis du Parlement dans un contexte de régime semi-présidentiel. Donc, les conseils supérieurs de la défense envoient ça au niveau du ministère de la Défense, qui, au nom de l'institution gouvernement de la République, cette institution doit aussi regarder pour dire les propositions des conseils supérieurs de la défense, est-ce qu'elles sont en mariage, en concordance avec
nos projections programmatiques. Mais déjà, le ministère de la Défense avait assisté à la réunion du Conseil supérieur de la Mais Défense. le Conseil supérieur de la Défense, mon frère, il faut faire les choses. Vous savez, la République, c'est la raison. La République, c'est des procédures. Quand la loi dit que ça doit venir de gouvernement, ça veut dire que ça doit venir de l'institution gouvernement. Donc l'institution gouvernement a aussi ses réunions. Donc l'institution gouvernement doit débattre. Pourquoi le Conseil supérieur de la Défense, ce n'est pas le gouvernement? Même si le président est là-bas, même s'il est commandant suprême, le président de la République n'est pas le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République, c'est une institution, on est d'accord. Et le gouverneur, le ministre, lui, amène ça au niveau du Conseil des ministres. D'abord au niveau du Conseil, au niveau d'abord du gouvernement. Pourquoi c'est important? Parce que comme je l'ai dit, d'abord il y a un problème de programme de gouvernement, il faut se rassurer qu'il y a la dimension défense. Parce que quand le Premier ministre est allé à l'Assemblée, il a parlé aussi de la défense, non? Ouais. Alors, mais il faut se rassurer que ces mises en place que vous faites là répondent à quels critères, à quelle projection de votre programme de gouvernement. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a certains généraux qui devront peut-être aller en formation, ou ça aura des implications financières. Donc, il faut que le gouvernement se rassure que tous les dossiers est bien structuré avant d'être amené au Conseil des ministres. Donc, troisième étape, au Conseil des ministres. C'est pourquoi la loi, je veux dire, l'article 81 de la Constitution est d'une limpidité cristalline, comme je l'ai dit dans ma déclaration. La loi là, on n'a pas mis ça comme ça. L'article là 80 dit, pour les magistrats, pour les officiers supérieurs, les nominations se font sur proposition du gouvernement. C'est clair. Sur proposition du gouvernement, virgule, délibéré en Conseil des ministres. Quand on dit sur proposition du gouvernement, ça veut dire l'institution gouvernement doit avoir étudié ces dossiers de manière formelle. Quand on dit délibéré en Conseil des ministres, ça veut dire que le Conseil des ministres, comme instance ou l'institution président de la République, parce qu'on est dans un régime semi-présidentiel, l'institution président de la République et l'institution gouvernement sont deux institutions différentes. Ces deux institutions viennent conjuguer leurs intelligences au sein d'une instance qu'on appelle Conseil des ministres. C'est une instance de validation. C'est seulement la quatrième étape. C'est seulement la quatrième étape. Parce que dans le Conseil des ministres, il peut y avoir aussi des ministres qui ont quelques idées par rapport aux affaires étrangères, etc. Vous avez vu, maintenant, on a nommé, on dit non, le président a fait une bonne chose. Mais on a nommé des généraux qui ont des problèmes, des sanctions, non? Il y a d'autres généraux qui sont impliqués, comme Mundos qui est impliqué, qui est suspecté dans des histoires à l'Est. Voyez-vous? Et donc, c'est seulement la quatrième phase, quand le Conseil des ministres est d'accord, à donner sa validation, comme espace, lieu, instance décisionnelle, où l'instance président de la République et l'instance gouvernement de la République se rencontrent. C'est alors maintenant qu'on vient à la quatrième étape. Donc, tout le monde est en train de faire un débat réductionniste, où on va dire non, contre ça, c'est une formalité. Il y a plus important que ça. Est-ce que après l'étape du Conseil des ministres, le président a le droit d'opérer notre toilettage, enlever ou ajouter? Non, il ne peut pas. Parce que le président est pris à son propre piège. Quand les ministres Tunda Yakasende, quand le président a appris au Conseil des ministres que Tunda Yakasende aurait envoyé une correspondance à l'Assemblée nationale, le président a appliqué une crise grise là-bas. Après, on a essayé d'édulcorer pour dire non, il était parti à une autre réunion. Il a appliqué une crise là-bas, il a tapé du poing sur la table, il a quitté. Et puis après, il n'a plus voulu voir Tunda Yakasende. Il a déconnecté de reprise. Ah, mais voilà. Mais le président, ça c'est malicieux, c'est frauduleux. Le président, oui, mais ça veut dire qu'il a établi un précédent qui doit le frapper lui aussi. Parce que lui et son ministre de l'Intérieur ont signé une ordonnance qui ne va passer au Conseil des ministres. Ce serait quelle infraction dans ces cas? Ce serait de la trahison, délibérée. Parce que ici, c'est gravissime, parce que ici, c'est prémédité. Non seulement que c'est prémédité, mais c'est récurrent. Le programme des 100 jours, c'était une violation de la Constitution flagrante, qui a fait perdre à la République 57 millions de dollars et qui a fait gratigner les réserves en devises à la Banque centrale, qui a contribué aussi au dérapage de francs congolais. Ils ont envoyé malicieusement le Premier ministre, un vieux comme ça, l'ont déplacé pour essayer de concocter ça derrière son dos. Il semble qu'il s'est tenu un conseil des ministres le vendredi. Oui. Conseil des ministres auquel le Premier ministre n'a pas assisté parce qu'il était en voyage. Est-ce que cet empêchement est motivé? Non, mais écoutez, ils ont fait de manière préméditée. Ils ont dit qu'on l'envoie, sinon si on l'envoie en mission, comme ça on reste concocté, parce qu'il n'y a même pas de raison pour lesquelles on l'a vraiment envoyé en mission et pour lesquelles on a signé ça. Il n'est pas interdit et puis, pendant son absence, le Premier ministre a dit dans le communiqué, il a dit dans les communiqués, et même les ministres qui étaient là-bas, c'est quand les ministres étaient dans le Conseil des ministres que les gens commençaient à leur envoyer des trucs pour dire non, on vient de lire des ordonnances. Les ministres n'étaient pas au courant. Et d'ailleurs, maintenant, un article vient de sortir d'Afrique Arabia qui démontre même que c'était un truc vraiment tripatouillé, quoi. Ça veut dire que il y a eu une première réunion. C'est même pas venu du Conseil supérieur de la Défense. C'est venu d'une réunion entre le président, le chef d'état-major Célestin Mbala
les conseils spéciaux et les présidents qui ont fait une première liste. Et puis après, la première liste là, ils sont allés faire une autre liste. Voilà. Donc, le Premier ministre, en mission envoyée par Félix Tshisekedi, a découvert, comme nous, comme le commun des mortels, ces ordonnances à la télévision publique. Exactement. Et c'est par une procédure malicieuse. Et ce que l'Afrique arabe démontre est vraisemblable parce que il n'y a pas eu, je veux dire, de débat, je veux dire, un processus d'analyse et d'exploration, je veux dire, une exploration minutieuse au niveau de la structure technique et stratégique qui est les conseils supérieurs de la défense. Et la proposition n'émane pas du gouvernement qui devrait en étudier tous les contours et toutes les implications. Parce que maintenant, ces ordonnances-là vont avoir des implications financières, vont avoir des implications logistiques, vont avoir des implications peut-être de formation et qui devront peut-être enclencher des dépenses. Et le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement devra répondre... Le gouvernement a été représenté par la signature du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Non, mais justement, les membres du gouvernement, parce que quand les présidents et les vice-premiers ministres signent, je dis les contreseins là, c'est en fait la jonction de l'institution président de la République et de l'institution gouvernement. Si moi j'étais premier ministre, je vais virer Kankoundé pour faute lourde. Parce que c'est exactement ce qu'on a reproché à Toundé Yakasende. C'est-à-dire que l'ordonnance n'a pas le contenu, l'ordonnance, la nomination n'a pas été proposée par l'institution gouvernement de la République. Et ça n'a pas été débattu au Conseil des ministres. Donc tout ça, ça a été boutiqué extra institution gouvernement de la République et extra instance, je veux dire, Conseil des ministres. Vous pensez que ça a été boutiqué ou, comme vous le dites, où il y avait urgence, nécessité... Quelle urgence? De vouloir bien faire... Quelle urgence? Ben, faire quoi? Qu'est-ce que ça donne? C'est par rapport à quelle stratégie? Parce que c'est pourquoi les gens... Je vois des gens qui disent, oh, ils sont des professeurs de droit constitutionnel, mais ils ont une lecture trop simpliste, trop réductionniste, trop mécanique. Ils ne voient que la dimension légale. La Constitution, c'est un outil, un instrument de gouvernement, de gouvernologie, qui a des procédures, des objectifs, etc. Et la procédure est importante. Peut-être que je souffre d'une déformation professionnelle parce que je suis un auditeur senior en système de qualité. Le système de qualité, c'est quand on fait ce qu'on appelle les ISO, les systèmes ISO de la Société Générale des Surveillances, dont j'étais directeur administratif en Afrique du Sud. Et nous, on donnait, on certifiait les systèmes de qualité des grandes entreprises comme McDonald's, comme KFC, etc. en Afrique du Sud. Et moi qui vous parle, j'ai participé comme leader dans le processus de la certification des Anglo-American, qui est la plus grande entreprise minière africaine. Voyez-vous. Et donc le gouvernement, dans son système de qualité, la procédure qui est prévue par la Constitution permet de réaliser la performance, l'efficacité, la transparence. Voyez-vous. Et donc si on met une procédure, on dit, l'article 81, sous proposition du gouvernement, institution, délibéré en Conseil des ministres, le président et le premier ministre doivent tirer les conséquences. Pourquoi nous dit-on qu'avant Tshisekedi, Kabila a fait la même chose et pourquoi cela ne lui a jamais été reproché? Ces raisonnements, c'est ce qu'on appelle en logique formelle. C'est pourquoi j'ai dit que les Congolais ont aussi un problème grave de logique formelle. En logique formelle, on appelle ça un raisonnement régressif. Ça veut dire que vous voulez justifier vos transgressions actuelles par les péchés antérieurs. C'est illogique. C'est illogique. Si vous mentez maintenant, vous n'allez pas dire que mon mensonge devient vérité parce que l'autre avait menti hier. Voyez-vous? Donc, il ne peut pas dire non, non. Parce que Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. Tshisekedi, c'est le leader d'un parti politique frère qui a une histoire, qui a combattu pendant 38 ans, remettant en question le manque de l'opacité, l'incapacité des autres et leurs déficiences. Et l'histoire a assigné à l'UDPS. Peut-être que l'UDPS et ses cadres ne comprennent même pas leur mission historique. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est ce qu'on appelle l'école de Francfort avec Herbert Marcuse et les appelle la fausse conscience. Ils ont une fausse conscience de leur mission historique. Leur mission historique, c'est de venir améliorer, enclencher une pulsion améliorative et disjonctive d'élévation de ce qui a été fait. Parce que Joseph Kabila a construit les fondamentaux. Vous pouvez ne pas aimer Joseph Kabila, mais sur le plan scientifique, technique, historique, il a refondé l'État, il a démocratisé les pays, il a relancé l'économie. C'est pas parfait, il y a eu la corruption, etc. Maintenant, Félix Tshisekedi, il devait pour améliorer. Est-ce qu'il essaie de contourner? Et donc maintenant, ils ne peuvent pas dire non, Cheikh Okitou l'avait signé. Il y en a même qui appellent ça jurisprudence. Mais c'est quoi ça dans ce pays?
C'est quoi ça? Oui, effectivement, on voit des ordonnances contresignées par chez Okitougou. La jurisprudence est positive, enrichissante. C'est une aberration conceptuelle que de dire, d'appeler une déficience que c'est une jurisprudence. Vous voulez justifier les transgressions de Félix Tshisekedi sur base des transgressions de Kabila, ça n'a pas de sens. Alors, en faisant signer ou contresigner ces ordonnances par des ministres de son obédience, le président a-t-il asséné un coup à ses partenaires où il a carrément cherché à les contourner, sachant que si ça passait par eux, il bloquerait certaines choses. Mais ça passerait par eux. Pourquoi? Moi, je ne veux pas parler en termes de ses partenaires. Je parle en termes de rationalité, de sciences politiques et de gouvernologie comme sous-sciences politiques, de leadership et de management de l'État. Il y a une procédure qui est consacrée par la Constitution et par les lois de la République. La loi sur la défense est une loi organique qui dit que les nominations doivent partir par le Conseil supérieur de la défense. Et j'ai démontré que c'est parce que là aussi, l'autre problème que nous avons aussi, c'est que le pays a connu une évolution, mais les gouvernants, même dans l'armée, même dans les pays, notre paradigme de sécurité est très obsolète. Nous avons encore les paradigmes de sécurité de Mobutu, où l'armée, la sécurité, c'est seulement pour attaquer les gens, pour contraindre les gens. Tout le monde qui vient au pouvoir, il dit non, non, c'est mon armée. Les gens, vous entendez les gens qui disent non, c'est le commandant suprême, c'est son armée. Ce n'est pas l'armée du président de la République, c'est l'armée républicaine. Peut-être que les gens qui parlent là n'ont pas été à Sun City. On dit qu'il faut mettre de côté des officiers réputés fidèles à Kabila. Mais maintenant, nous savons que Tango Faure n'était pas avec Kabila. Moundos n'était pas avec Kabila. Jean-Claude Yave n'était pas avec Kabila. Encore qu'il y a des officiers qui ont des problèmes avec la communauté internationale. Donc il n'y a aucune valeur ajoutée dans cette affaire-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont été nommés par Joseph Kabila qu'ils ont eu des compétences nouvelles. Ou je veux dire, parce qu'ils ont été nommés par Félix Tshisekedi dans cette mise en place kafkaïenne, malicieuse, qu'ils ont eu des compétences nouvelles. La République, mon frère, Kant disait que la République, c'est l'esprit de la raison. D'ailleurs, la République est venue avec les Lumières. La République, c'est le produit des Lumières. Ça veut dire la rationalité, la logique, l'éthique. La République, c'est aussi l'esthétique. Si vous voyez une République sale, ce n'est pas une République. Une République doit avoir des belles places, des belles bâtisses, l'art, la culture, c'est ça aussi la République. L'élégance. Est-ce que le président... La République, c'est faire les choses avec esthétique, avec beauté. On a longtemps dit à Félix Tshisekedi de se démarquer, de se distancier de son prédécesseur. Est-ce qu'il est en train de sortir ses griffes et se venger ou prendre sa revanche? Non, je ne parlais même pas de... Non, il est maintenant, bon, enfin, je lui accorde le bénéfice du doute. Hein. Je dis tout ça, bon, c'est dû à l'impréparation. Mais c'est dû aussi, ce sont des dialectiques de l'ajustement, parce que voilà, à 38 ans dans l'opposition, évidemment, lui n'a pas fait 38 ans, bon, mais quand même il a fait longtemps dans l'opposition, il doit s'ajuster. La transition n'a pas été faite. Et moi, je suis en train de créer mon mouvement qui s'appelle Agir New Congo, l'agora de gardiens intellectuels de la République. Je vais sortir une tribune lundi, et mon mouvement va dire au président de la République, on met les compteurs à zéro, on vous donne un plan. On propose un plan. On oublie les 1 année et demie déjà passées. Oui, on considère que ce sont des erreurs d'apprentissage, etc. Maintenant, on vous donne 3 idées stratégiques et fondamentales qui peuvent vous aider à devenir un grand président. Après 3 mois, si ce n'est pas appliqué, mon mouvement va demander que le président démissionne. Grand président, il ne l'est pas pour l'instant. Il n'est pas encore même homme d'État. Un homme d'État dans une république, il ne concocte pas, il ne fait pas des choses comme on le fait là. Même pas un homme d'État. Non, enfin, bon, un homme d'État, je veux dire, de manière formelle. On peut dire qu'il est homme d'État parce qu'il est dans un État, il est quand même chef de l'État. On ne peut pas dire qu'il n'est pas homme d'État. Mais dans son agir... Mais en termes de substance d'homme d'État, il n'en a pas encore. Il est en train de construire, quoi. Kabila n'est pas venu homme d'État. Kabila a commencé à devenir homme d'État, même on dirait, en 2011. Vous avez fait Hubert Kabasubabou une tribune, une vidéo qui est devenue virale, qui vous attire même des foudres de la part de menaces et des injures furibondes. Du président Tshisekedi. On m'attaque mes parents, tout ça là. Voilà. Vous dites dans la vidéo que le président Tshisekedi a commis plusieurs violations de la Constitution. Des violations gravissimes. Mais la toute première, c'est pourquoi j'ai dit que les FCC, ce sont nos frères, nos sœurs, nos amis, tout ça, des franquistes. Mais les FCC, je comprends que les FCC opèrent encore avec l'esprit Kabila de la consociation. Vous savez, Kabila, il a grandi en Tanzanie, il a l'esprit consociatif de Nyerere, l'esprit Ujamaa. C'est la famille, s'il y a des problèmes, il faut se régler, il faut aller doucement, il ne faut pas être radical. Et je pense que cet esprit-là, je pense qu'ils doivent un peu récalibrer. C'est-à-dire être belliqueux? Non, pas être belliqueux, mais être rigoureux. Parce que la première transgression majeure, c'est avec les programmes des 100 jours.
C'était illégal, c'est anticonstitutionnel. Dans un régime semi-présidentiel, et encore, je vous fais une parenthèse qui est très rapidement, je pense que le problème avec notre frère, le président de la République, que nous aimons bien, c'est notre frère de sang. Et nous voulons voir, surtout moi et celui de Moulou, nous voulons voir qu'il excelle, qu'il brille. Parce que, comme on dit en Chiluba, si ici ça rate, quand on a dans ce pays ici, comme ils disent. Vous voyez, on dit, mais maintenant, si lui ça marche pas, vous imaginez. Moi, ici, j'ouvre encore une autre parenthèse de film très rapidement. Comme vous me voyez là, je porte sur mon épaule gauche la cicatrice d'une lacération par le fil barbelé. Parce que quand j'avais 6 ans, 7 ans, ma mère m'envoyait acheter de l'huile ou du pain. Il y avait des gens du quartier, des grands du quartier, qui me couraient derrière comme un lapin, en criant « Petit Moulouba, Petit Moulouba, Petit Moulouba ». Et je cours en dessous de barbelé et je me suis blessé gravement à l'épaule. J'ai toujours la cicatrice sur moi. Donc, ce sont des réalités de ce pays. Les gens disaient Moulouba, Moulouba, Koko, jamais président. Mais maintenant qu'il y a un Moulouba est président, nous voulons qu'il réussisse. Nous voulons qu'il fasse les choses de manière orthodoxe, qu'il fasse l'honneur et à nous les Balouba et à la République parce que Joseph Kabila, il faut aussi l'honorer. Joseph Kabila a honoré l'histoire. Et il avait dit à Kengo, Kengo a dit dans son livre que déjà en 2012, il lui disait que je voudrais qu'il y ait passation, transfert du pouvoir. Et donc maintenant, on se rend compte que, on comprend que écoutez, des violations de la Constitution, vous dites. Non, des violations de la Constitution, non, ça veut dire. D'abord, le FCC. Le FCC, non. Merci beaucoup. La première violation fondamentale, c'est le programme de 100 jours. Dans un régime semi-présidentiel, et c'est ça tous les problèmes. On est dans un régime semi-présidentiel. Et pour arriver à ça, mon frère, moi qui étais à Sun City, le pacte républicain, peut-être que le président ne saisit pas, c'est peut-être Dr. Etienne Tshisekedi qui en saisissait la quintessence. Le pacte républicain, là, la discussion autour du régime semi-présidentiel, c'était que Kassavou, c'était régime parlementaire. Bon, c'était très problématique, symbolique, régime parlementaire pur. Mobutu, c'était régime présidentiel radical, qui est même devenu un présidentialisme absolu, c'est comme une monarchie. Maintenant, trouvons les moyens termes. C'est comme ça qu'on a trouvé le régime semi-parlementaire. Maintenant, quand lui, il arrive au pouvoir, il bascule, il ligote le gouvernement qu'il a trouvé, le gouvernement Tshibala, de son propre frère, de l'UDPS. Parce que Kabila a réalisé quelque chose d'extraordinaire dans ce pays où, pendant 3 mois, on a trouvé un président, Moulouba, Kassai oriental, Patrick Manga, Kabiaka Mwanga, Premier ministre, Tshibala, UDPS, Kassai oriental, même territoire. Une chose extraordinaire. Mais il a émasculé en faisant une lettre, non, il ne signe plus rien, il n'engage plus rien. Alors, c'était illégal, pourquoi? Parce que dans la Constitution, il n'y a que 2 cas de figure où le gouvernement qui est en place gère les affaires courantes. Si le Premier ministre n'a pas su amener son programme de gouvernement ou son budget à temps, il est réputé démissionnaire, donc il gère les affaires courantes. Après ce cas, est-ce qu'il y en a eu un autre ou deux, s'il y a eu une motion de censure contre le Premier ministre, et en ce moment-là, le gouvernement gère les affaires courantes. Mais dans le cas du gouvernement Tshibala, s'ils ont fait l'accueil illégal. Et pendant une année, la présidence a monopolisé les ressources de l'État. Hein? Par exemple, les structures qu'on a créées à la présidence. Il y a une structure, par exemple, la structure de la lutte contre la corruption. Mais elle fait d'abord une duplication de fonctions du gouvernement. Elle fait une duplication de fonctions. Dans aucun pays du monde, la présidence n'a pas pour vocation de faire des investigations criminelles. Ça n'existe nulle part. Citez-moi un pays où le président de la République a en son sein la mission de faire des investigations criminelles. Ça existe où? Il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit, là où il y a des organisations, des agences pour les investigations de la corruption en Afrique, on a démontré que l'une des obstructions vient toujours de la présidence. Donc c'est quelque chose qui doit être indépendant. C'est une structure qui doit être indépendante. Est-ce qu'il ne crée pas ça parce qu'il n'a pas tellement confiance à certains ministres, au gouvernement, sachant que certains pourraient lui mettre le bâton dans les roues? Non, mais il faut pas. Il faut avoir ces hommes à lui. Ça, mais ça, il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut que le lieu où le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions de la République, il faut qu'il y ait une élévation. J'avais écrit un article comme ça. Le président Félix Tshisekedi dit la nécessité, l'impératif de l'élévation idéologique en leadership d'État. Il faut qu'il y ait une élévation. Quand vous êtes dans cette fonction-là, il y a une élévation pour dire, nous avons lutté pour la bonne gouvernance, l'état des droits, quels sont les mécanismes et les dispositifs qu'on met, même dans l'organe pouvoir judiciaire qui est indépendant, même dans le gouvernement, même dans les parlements, pour qu'il y ait une meilleure fonctionnalité. Le président de la République, comme garant du bon fonctionnement de l'État, peut même faire des réunions interinstitutionnelles comme leader, arch-leader, pour donner quelques conseils, donner quelques orientations, même à l'Assemblée nationale pour dire vraiment,
vos commissions doivent être plus rigoureuses, plus robustes en termes de contrôle de gouvernement. Il peut le faire en termes d'impulsion comme leader d'État. Mais commencer à raisonner, non, mais quel coup on veut me faire, non, moi aussi je dois voir. C'est pourquoi il a fauté aussi, de manière gravissime, en ce qui concerne la nomination des magistrats au Conseil supérieur. Parce que la loi prévoit, il a fauté. La loi prévoit que le président nomme 3, l'Assemblée nationale nomme 3 et le Conseil supérieur de la magistrature nomme 3. Oui. Et qu'il y a même d'autres magistrats qui sont inamovibles une fois qu'ils sont nommés. Mais tout ça là, on a marché dessus, on a cassé dessus. Où va-t-on? Où va-t-on? Parce que le tableau que vous essayez de nous peindre est un peu plus obscur. Où va-t-on? Mais le tableau n'est pas obscur parce qu'on est on est en train de glisser vers l'obscurantisme. Alors qu'on attendait une luminescence de l'UDPS. L'UDPS était censé nous amener une luminescence, un rayonnement de manière de penser, même des concepts nouveaux. Il n'y en a pas. On parle d'état des droits, c'est un concept de Liaou et des Mbouankiem et des autres qui avaient pensé état des droits par rapport au totalitarisme mobussien où la volonté de Mobutu était la loi. Un concept qui ne s'adapte pas ou qui n'est pas on devait l'adapter en termes, on devait l'adapter. C'est une nouvelle. Tu sais que le président Tshisekedi, Kabouya et les autres, c'est la 3e génération de l'UDPS. Ils n'ont pas l'épaisseur politique des Mbouankem ou des Tshisekedi de Mulumba ou des Liaou. C'est la 3e génération. La première génération, c'est Tshisekedi, c'est Liaou, c'est Mbouankem, c'est Kibasa. La 2e génération, c'est mon vieux Moubake, que je respecte, que je salue en passant, mon ami l'élégant Massamba, Maître Moukenissa, la 2e génération, qui ont été plus à côté des vieux, qui ont appris beaucoup. La nouvelle génération n'a pas suffisamment d'héritage, d'état, par rapport à la 2e. Et malheureusement, il y a eu cette disjonction-là entre la 2e génération et celle-ci. Il n'y a pas de, je veux dire, les Bruno Tshibala et les autres, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communion. Ce qui fait que la nouvelle génération ici, qui est à la fois en rupture, il n'a que des bribes, la première génération, et des bribes. Mais c'est cette génération qui a amené le parti au pouvoir, il faut comprendre. Oui, mais la génération a amené le parti au pouvoir, c'est vrai. Mais la génération n'a pas la substance d'homme d'État de père fondateur. Voyez-vous? Parce que le père fondateur avait un héritage qui procédait de la dialectique du impère, du pays. Et ça, il comprenait beaucoup de choses. Leur manière de voir le pays est tout à fait une manière qui est différente. D'ailleurs, on le voit dans la déficience d'épaisseur, je veux dire, en leadership d'État. Et on ne dit pas que c'est une mauvaiseté inhérente et irréversible. Comme je l'ai dit, c'est notre frère, nous l'aimons, nous voulons voir qu'il réussit. Voyez-vous? Mais seulement, il y a ces déficiences. Et comme on dit en Tchouba, nous voulons qu'il réussisse. Et moi, je viens de vous dire que lundi, je vais sortir une tribune où je vais faire des propositions par rapport à, en fait, à la réalité géostratégique mondiale actuelle. Parce que le Congo, c'est comme si nous avons été, comme on dit, baloa, nos yeux sont, je dis, portent des écailles. Le Congo est aujourd'hui au beau milieu de nouveaux rapports géostratégiques au plan international, avec les lithium rock, avec le niobium. Vous savez qu'aujourd'hui, les rapports entre les armées chinoises, russes, européennes et américaines sont fonction des avions de chasse hypersoniques. Ça veut dire des avions de chasse qui peuvent faire Mach 2, qui ont la vitesse du son 2 fois. Et ces avions-là, leurs moteurs sont des moteurs hyper puissants. Et même que leur corps, par la friction à très haute vélocité, cette friction-là, en aérodynamique, le moteur, les palettes de moteurs, le corps des moteurs, les soudures des moteurs, nécessitent des alliages avec le niobium. Toute l'industrie automobile aujourd'hui, frère, dépend de lithium. Et le Congo a le plus grand gisement de lithium rock sur la planète Terre. Le lithium brine qu'on utilisait de Chili et de l'Argentine a des problèmes parce que c'est liquide, il y a des problèmes d'environnement, des problèmes de processing, etc. Donc le Congo tient le monde par la gorge, il n'y a que nous qui ne comprenons que dalle, comme des gens sorcelés. Aujourd'hui, le Congo est à mesure de dire, messieurs, je ne sors aucun cobalt, je ne sors aucun nickel, parce que je dois également souligner que la technologie a avancé. Le même Elon Musk qui a fait un deal avec Glencore de 6 000 tonnes par an de cobalt, le même Elon Musk a financé des études et l'université d'Austin, il y a 2 semaines, vient de découvrir comment on peut enlever tout le cobalt de la batterie à lithium. On n'y aura que lithium et nickel. Or, chez vous, à Kananga, c'est là où il y a le plus grand gisement de nickel du pays, en Congo et à Luchach. À fleur de sol.
Et vous êtes là en train de signer des ordonnances, c'est même pas urgent. Voilà les choses sur lesquelles on devait se concentrer. Bien, on attend avec impatience la tribune que vous allez publier. Mais le FCC dans tout ça, après tout ça, vous dites qu'ils observent, est-ce qu'ils sont en position de... Non, le FCC aussi a un problème. Le FCC a aussi un problème de l'incapacité de capitalisation ou de rentabilisation des accomplissements des Kabila, des accomplissements architectoniques. Kabila a refondé l'État. En 2001, quand Kabila arrive au pouvoir, il n'y avait plus d'État. Mouzé a été tué, Mouzé n'a pas eu le temps de refonder l'État. L'État de Mobutu s'était écroulé. Mobutu a dit avant moi les déluges, après moi le déluge. Il n'a pas laissé d'État. Kabila a refondé l'État. Toutes les institutions, c'est sous Kabila. La décentralisation, les provinces, c'est sous Kabila. Et Kabila a réalisé, sous Kabila, nous avons réalisé la démocratisation, la forme de démocratisation la plus rarissime au monde, qu'on appelle la démocratisation régénérative, parce que toutes les autres démocratisations sont réformatives, parce qu'elles se déroulent dans le cadre des États plus ou moins solides, des économies plus ou moins assises, des sociétés plus ou moins cohésives. Mais ici, les Congolais, sous Kabila, ont réalisé une démocratisation qui est régénérative, qui s'est déroulée au même moment qu'on reconstruit l'État, au même moment qu'on relance l'économie, au même moment qu'on donne à la société un petit regard. Nous sommes une société qui a eu déjà une visibilité de l'émergence. Sous Kabila, on voyait l'émergence en 2030. Maintenant, on commence à nous dire que l'émergence, ça sera en 2060 et le développement en 2100. Nous serons déjà morts. Toi et moi, on ne verra pas le développement. Nous devons nous fâcher. Et le FCC ne tire pas profit de tout ça. Le FCC, moi, je dis aussi FCC, je vais aussi écrire une tribune pour le FCC. Le FCC doit se réinventer aussi pour devenir une véritable force de transformation, une véritable force de développement. Il faut avoir un premier ministre qui parle projet. Avoir des ministres qui parlent projet. Même le projet que le FCC a commencé. Chute Katien, on n'en parle pas. Même le président de la République ne parle plus. Miba, le président de la République, pourquoi on a le Wewa ici? C'est parce que la Miba est par terre. Tous les Wewa sont venus à cause de la Miba qui est par terre. On ne parle plus. Zongo 2, qui est déjà fini. Transport, on n'en parle plus. Kakobo, on n'en parle plus. Maintenant, on parle de quel projet dans ce pays? Aéroport d'Indil, on n'en parle plus. Maintenant, on parle de quoi? Là, on dit on contre ça, contre ça. Voilà où on réduit tout. Le débat sur un État, sur une république. Moi, ça me fait des tortures. On peut faire la dépression, quoi. Bien. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci beaucoup. On vous laisse un peu d'énergie pour travailler sur votre tribune. Et nous nous ferons cet honneur de vous recevoir encore une fois ici, sur ce plateau, pour parler de ces 3 mois, cet ultimatum de 3 mois que vous donnez, vous, Hubert Kabasu-Babou, au président Tshisekedi pour qu'il se réinvente. Exactement. Mais je dis que nous l'aimons bien et nous pensons qu'il peut être un grand président. Il peut, après que Kabila ait été le père de la refondation de l'État et la démocratisation et la relance économique, Tshisekedi peut bien être le père de la réindustrialisation du Congo et même de l'émergence. Sur Tshisekedi, on peut voir déjà l'émergence comme ça, parce qu'on en a les possibilités. Merci bien. Ne nous quittez pas, restez branchés sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.